Anastase partie 1, l'Empire de Solaris. Chapitre 5. Le Conseil de guerre. Cassiopée, capitale de la 6e province Rigel, l'Empire de Solaris, Démétrios Aurélia. Démétrios marchait avec précision dans le grand hall de l'Académie militaire, flanqué d'un cortège de légatus, casque panaché en main. Chaque pas semblait peser, penser, et finalement exécuté avec une maîtrise presque chorégraphique. L'ensemble du groupe, tiré au cordeau, suivait les enjambées du premier tribun Lucéris Drévalis. 2 légatus de Rigel les avaient rejoints pour l'occasion. Au passage de la famille impériale, tous ceux présents dans le hall, aspirants, administrateurs, serviteurs, baissèrent la tête. Les membres de la maison Aurélia n'étaient pas de simples élus. Ils descendaient des 8 dieux astrides eux-mêmes. Leur sang était pur, démi-divin. Cheveux blancs, yeux verts intenses, toujours. Et pour conserver ces traits, ils ne se mariaient qu'entre eux. Leurs cousins, les Dominari, étaient eux aussi des élus, issus du mélange entre un humain et un astride, mais tous ne partageaient pas le même prestige. Seule une minorité de Dominari descendait d'un dieu astride, comme la famille impériale. La majorité provenait d'un sang astride ordinaire. Ils étaient respectés, parfois très puissants, mais pas sacrés. Démétrios, lui, portait sur le visage l'expression figée de l'expérience. Une sévérité sans hargne. L'âge, les années, le poids des guerres. À ses côtés marchaient Lucian Vortem, le gouverneur bedonnant de Rigel, et Calvus Dréon, le magistrat de Cassiopée. Le petit prince Ménandre, 15 ans à la démarche encore légèrement enfantine, tenta de briser la solennité. « Mon oncle, je souhaiterais visiter la cathédrale du cœur sacré. » Démétrios ne ralentit pas. « Ce conseil fait partie de ton instruction, jeune neveu. Nous ne sommes pas venus ici pour flâner, discuter théologie ou goûter les confitures de Rigel. » Le gouverneur Lucian Vortem, qui avait passé des semaines à préparer la visite, encaissa la réplique comme une flèche dans le ventre. Il en aurait pleuré dans son oreiller s'il avait encore la souplesse pour se tourner sur le côté. C'est que Rigel est mon dieu favori, après Vega, évidemment. Et puis il y a la relique. Certes, Ménandre, mais si tu devais succéder à ton père demain, les légions n'attendraient pas que tu aies révisé ton catéchisme. Un simple regard vers Aélios le Grand suffit à transmettre l'ordre. Le champion de l'Empire fit un signe de tête et guida les enfants soleil hors du couloir, suivi du magistrat. Démétrios les entendit s'éloigner. Le jeune Ménandre posant une avalanche de questions sur la relique sacrée. Il esquissa un infime sourire. Il serait peut-être un bon égide un jour, curieux, sensible, mais naïf. Enfin, le petit groupe arriva devant la salle du conseil militaire, un lieu solennel, scellé depuis longtemps. On ne l'ouvrait qu'en temps de crise, ou à de très rares occasions plus personnelles. Depuis 40 ans, la province vivait en paix, depuis la répression de la sédition d'Antares. Cette salle, autrefois cœur des grandes décisions stratégiques, n'était plus qu'un vestige endormi. Elle avait pourtant connu quelques visiteurs, des légatus en quête d'admiration, qui y emmenaient parfois une maîtresse impressionnable, pour lui montrer les secrets du pouvoir, disait-il. Les murs couverts de tapisseries, les cartes anciennes, les vitrines pleines de rapports de campagne et de sceaux impériaux. Tout y respirait l'autorité, la grandeur et un parfum discret de poudre et de manigance, subjugué par les décorations, les documents confidentiels, les récits des batailles glorifiées sur parchemin. Ces femmes n'étaient pas seulement tombées amoureuses d'un homme, mais d'un empire. Et les légatus, eux, profitaient de cette magie immobile pour rappeler, avec un sourire assuré, qu'ils en étaient les architectes silencieux. Les 2 maréchaux présents, Démétrios, grand maréchal, et Corvilius, 3e maréchal, ainsi que 7 légatus, prirent place autour de la vaste table de marbre. 20 chaises, silencieuses sentinelles du pouvoir militaire. Leurs casques, déposés à leur gauche, étaient le symbole muet de leur statut. Démétrios rompit le silence. « Gouverneur Vortem, à votre service, grand maréchal. Ceci est un conseil militaire. » Il patienta un temps. Puis, « Merci pour votre accueil.
Nous vous rejoindrons ce soir pour le banquet. Lucian Vortem comprit. Tant bien que mal, il se leva, faisant grincer sa chaise, puis quitta la salle, le menton rentré. Les portes se refermèrent. Le vrai conseil pouvait commencer. Démétrios fit signe à Corvilius. Celui-ci déploya une large carte sur la table, le nord-est de l'Empire. Les 7e et 8e provinces, les frontières avec le royaume de Shaolong à l'est et le pays barbare d'Arvenheim au nord-ouest. Démétrios annonça « Si je suis ici, ce n'est pas pour vénérer les reliques. L'empereur veut une guerre, un silence de pierre. » Certains légatus croisèrent son regard, d'autres baissèrent les yeux. Tous comprenaient ce que cela impliquait. Démétrios continua calmement. « En d'autres lieux, ce que je vais dire serait trahison. Mais ici, mon devoir de soldat prime. Notre empereur Soleil, Théodore Aurélia, est atteint de démence depuis 10 ans. Ses humeurs sont imprévisibles, son esprit troublé. Et c'est son égide, Cassandre Veltios, qui gouverne en réalité. Il se redressa, posant ses 2 mains sur la table. La paix dans l'Empire dure depuis 35 ans. L'Empire s'est relevé de la sécession d'Antares, mais difficilement. Aujourd'hui, c'est la province de Spica qui s'agite. Riche, taxé, exaspéré, il poursuivit plus mesuré. Mais Spica n'est pas une province décadente ni instable. C'est tout le contraire. Elle est structurée, cultivée, ambitieuse. Sa noblesse est lettrée, ses élites marchandes prospèrent. Ses villes croissent à un rythme que même les terres solaires peinent à suivre. Elle pense, elle critique, elle propose. Et elle commence à se demander si elle doit encore obéir à des ordres qui ne la servent plus. Il pointa alors le royaume de Shaolong sur la carte. Il y a 20 ans, nous avons combattu ce royaume. Aucun traité de paix n'a été signé. Un armistice bancal. Depuis, Shaolong se prépare, renforce ses frontières. Et l'égide Veltios, dans sa brillante sagesse, pense qu'une guerre souderait les provinces. Il marqua une pause. Il croit aux effets magiques d'une victoire. Moi, je prévois les effets bien réels d'une défaite. Le maréchal Corvilius, les bras croisés, approuva d'un léger mouvement de tête. Le légatus Cassius Varentius de la 33e prit la parole. « Et vous, grand maréchal, que proposez-vous » Démétrios soupira longuement, puis il parla. « Nous attaquerons en automne. Nous prendrons du terrain. Nous construirons des fortifications. Nous tiendrons l'hiver. Ensuite, nous négocierons. » Il détailla l'ordre de bataille. 8 légions, 4 commandées par le 4e maréchal Norbanus, déjà sur place pour 3 d'entre elles, et renforcées par Corvilius. Les 28e, 29e, 32e et 33e légions, un peu plus de 50 000 hommes. C'est peu pour une invasion de si grande ampleur, mais nous n'aurons pas mieux. Et de toute façon, la logistique du terrain ne nous permettrait pas d'aligner davantage de légions dans une guerre si précipitamment planifiée. Il se tourna vers Lucéris Drevali. « Dans combien de temps vos aspirants seront-ils opérationnels ?»« 1 mois. Officiers, artilleurs, archers compris. Parfait. 3/4 d'entre eux seront envoyés en campagne. Le monde change. Il faut former la jeunesse à la guerre. » Corvilius mentionna alors un point sensible, les récents achats massifs d'Azuréa auprès du royaume Elarin. Les quantités que nous avons commandées sont trop visibles. Shaolong surveille l'Azuréa, une plante médicinale d'importance capitale. On la broyait pour en faire une pâte ou un baume, parfois même un breuvage. Elle soulageait les douleurs les plus atroces, calmait les cris des amputés, et, utilisée à temps, elle permettait de stopper des infections avant qu'elles ne tuent. Dans une guerre, elle faisait la différence entre un soldat vivant et une fosse commune. Le maître espion Melsia nous avait prévenus, ajouta Corvilius. Trop de volume, trop vite. Les Élarins ont fait fortune. Mais Shaolong a flairé l'orage. Démétrios serra les mâchoires. Si Shaolong savait que l'Empire s'approvisionnait ainsi, c'est qu'il se doutait qu'une guerre se préparait. Démétrios conclut, cette guerre est une absurdité. Mais nous devons l'encadrer, la contenir, et si possible, la retourner à notre avantage. Gagner du terrain, aller jusqu'à 4 lieues de leur grande muraille, pas un pas de plus. Ne perdez aucun territoire. Il faudra que nos cartes soient les meilleures sur la table des négociations. Il se redressa, fixant chacun dans les yeux. Dans 3 mois, nous serons en guerre. Un silence. Puis, et maintenant, parlons logistique.